Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. Le projet immobilier prévu sur le site de l'ancienne sablière d'Arthabasca à Victoriaville a suscité un long débat au sein de la communauté locale. Ce développement baptisé les Havres du Sacré-Cœur envisage la construction de 300 unités d'habitation de divers types, incluant une garderie pouvant accueillir entre 50 et 100 enfants. Des citoyens expriment leur opposition en raison des préoccupations environnementales et liées à la préservation de la faune et de la flore et de la biodiversité du site. Ils remettent en question l'acceptabilité sociale du projet et suggèrent de le réaliser ailleurs. Binet Construction souligne que ce projet vise à répondre à la pénurie de logements dans la région. Il prévoit également de céder 45% de la superficie totale du terrain à la ville de Victoriaville pour la protection et la revitalisation des milieux naturels. Une diffusion avec la version du promoteur sera réalisée si l'entreprise le permet. Monsieur Gilles Labrosse et Madame Sylvie Lemlan, dirigeants de cette résistance citoyenne, promeuvent actuellement une pétition qui totalise maintenant plus de 1500 signatures pour créer un précédent sur cette cause et vérifier qu'il n'y a pas d'approbation citoyenne pour ce projet. Bienvenue. Si je vous parle du quartier Signature à Victoriaville, ça vous dit-tu quelque chose? Le site visé par le méga-projet de développement immobilier de plus de 330 logements est un écosystème unique, façonné au fil du temps par les mouvements de la rivière Nicolette. Il ne s'agit pas d'une simple carrière, mais d'un habitat précieux pour des espèces menacées, un lieu riche en biodiversité. Chaque année, un nombre important d'amateurs de plein air viennent y admirer la nature. À l'heure actuelle, on dénombre pas moins de 170 espèces différentes d'oiseaux sur le site d'observation du Parc des Frères du Sacré-Cœur, qui couvre également la superficie de la sablière d'Arthabasca. La sablière abrite également une panoplie d'autres espèces animales susceptibles d'être importunées par la construction et la présence du projet domiciliaire. Les marécages adjacents regorgent de vie et leur pérennité est compromise si un tel projet d'envergure s'y développe. En décembre 2023, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 39 qui donne le droit aux municipalités de protéger des milieux humides et hydriques, de protéger des milieux naturels qui ont une valeur écologique en rachetant à leurs propriétaires les zones concernées sans être inquiétés par d'éventuelles poursuites par les promoteurs. Citoyennes et citoyens, si vous vous sentez concernés par ce message, signez la pétition afin de manifester votre désaccord avec ce projet dénaturé. Bonjour, Monsieur Gilles, bonjour, Madame Sylvie, et bienvenue à cette émission de l'Érable en bref. Merci. Merci. Bon, on commence pour une petite présentation de vous et savoir quel est le lien que vous avez justement avec les mouvements souvent la sablière d'Arthabasca. Eh bien, tous les deux, nous faisons partie du groupe citoyen Sauvons la sablière d'Arthabasca. On est membre du comité de coordination de ce groupe citoyen-là. Moi, je suis résident dans le quartier. C'est depuis 2 ans que je me bats contre ce projet-là, qui a connu toutes sortes de phases, de réunions d'information, etc. Moi, je me suis joint à Gilles et aux autres il y a à peu près presque 1 an, là. Et puis, voilà, je suis aussi membre du comité de coordination de l'action mobilisation de sauver la sablière. Moi, j'habite pas dans le quartier de la Sablière, au contraire. J'habite à Victoriaville, mais à l'autre bout de la ville. Mais j'ai quand même jugé bon de m'impliquer dans ce comité-là, dans ce groupe citoyen-là, parce qu'il y avait des préoccupations qui me rejoignent comme citoyenne. Oui, parce qu'il y a des conséquences pour tous les citoyens, même s'ils n'habitent pas dans les quartiers de la sablière. Voilà. Bon, pour commencer aussi, parlons de la sablière. Qu'est-ce que c'est la sablière, justement? La sablière, c'est très ancien. Suzanne Côté le peint dans un fameux tableau qui s'appelle La Sablière. C'est comme, disons, au moment où les eaux étaient plus élevées, c'était le lit de la rivière Nicolette. Donc, il y avait du sable. C'est un dénivelé là, qui va jusqu'à la rivière Nicolette. C'est dans le vieux quartier d'Arthabasca, tout près de la maison du premier ministre Laurier, le premier ministre francophone du Canada, qui est aujourd'hui un musée.
Donc, c'est un coin patrimonial pour l'ensemble du quartier. Et c'était aussi visité par les Abénakis, la nation Wabanaki, Oui. hein, pour eux, c'est un lieu où ils aimaient s'arrêter. Et la sablière, pour les gens du quartier maintenant, ça visait surtout un endroit qui a eu une occupation industrielle pendant quelques décades, où on venait déposer de la terre, de la roche, du sable, et qu'on emmenait ailleurs aussi, pour des projets de construction, tout ça. Donc, ce qui était naturel s'est beaucoup détérioré. Mais bon, alors, au nord, on a le fameux boisé des Frères du Sacré-Cœur qui a été légué par la communauté à la ville, à la condition que les citoyens puissent continuer à y circuler librement. Alors, il y a une pinède de beaux sentiers, ça longe la rivière, il y a un verger qui produit encore beaucoup de pommes qui sont offerts à la population, qui est gérée par l'école d'agriculture du cégep de Vito. Ça, c'est au nord, tout près de Laurier. Elle est bordée par le boulevard Bois-Franc-Sud. Et au sud, on a, tout près du boulevard Bois-Franc, on a le centre communautaire d'Arthabasca. Et on a aussi, du côté sud de la Sablière elle-même, qui est une petite étendue par rapport à l'ensemble de ce que nous, on veut faire, un parc nature qu'on recommande de faire, où des citoyens déjà circulent beaucoup. Donc, au sud, il y a le centre communautaire d'Arthabasca et une douzaine d'étangs, de marais, de lieux sauvages, habités par une faune incroyable. Il y a des castors, des familles de bernaches, des renards, des hermines, 166 sortes d'oiseaux. Il y a des clubs d'ornithologues qui viennent là. C'est un lieu visité aussi beaucoup par la population, et en particulier pendant la pandémie. Il y avait avant la pandémie des sentiers bien délimités. Puis après ça, ça s'est agrandi 2 mètres, 3 mètres des fois, la largeur des sentiers, parce qu'ils ont été très utilisés pendant la pandémie et ils sont toujours très fréquentés. C'est un lieu qui appartient à la population là-bas. Et voilà pourquoi elle s'est beaucoup opposée au projet de construction. Oui, justement, on peut parler de ce projet. Où il y a une opposition à un projet de construction pour les gens qui ne connaissent pas le sujet. Mais, bon, qu'est-ce que vous savez sur ce projet? Grosso modo, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'un projet de construction qui a été lancé par un groupe qui s'appelle BBG Incorporé. Un des associés de cela, c'est M. Binette, de Binette Construction. Et c'est un projet de développement d'un quartier résidentiel sur ce site que Gilles a bien décrit, auquel les gens sont attachés, qui est le site de la Sablière. Parce que la Sablière, c'est un terrain privé qui a été acheté justement par cette compagnie BBG. Ce qu'ils veulent construire, c'est vraiment un quartier résidentiel de blocs appartements qu'on pourrait qualifier plutôt de luxe. Où il y aurait, au début, la première version du projet, c'était 330 logements sur 2, des fois 3, des fois 4 étages. Et puis, évidemment, c'est un projet qui s'installerait donc pas très loin de la rivière, pas très loin des marais, des zones humides, en plein cœur de ce bel écosystème que Gilles a décrit, et ça aurait pour effet de détruire, évidemment, la sablière comme telle, mais aussi de fragmenter un milieu où les espèces interagissent. Alors, c'est la première raison, mais pas la seule, pour laquelle ce groupe a été construit, a été formé. C'est pour s'opposer à la destruction de la sablière, parce que ce que nous, on aurait souhaité, comme l'évoquait Gilles, c'était justement d'intégrer la sablière au boisé des Frères, avec les marais, donc à tout ce bel écosystème-là, pour permettre aux espèces de communiquer, pour permettre aux humains de continuer à aller se reposer, déstresser et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça notamment qu'on s'y oppose, mais aussi parce qu'on considère qu'il y a plein de risques dans ce projet un peu trop gros que a suggéré BBG,
avec la complicité de la Ville, parce que la Ville a voté récemment, le 3 février, pour autoriser ce projet-là, malgré l'opposition que nous autres, on a fait valoir. Ce qui nous désole, vous le comprenez. Oui. Et est-ce que vous savez si il va y avoir peut-être des logements abordables dans ces projets de construction? Au moins pour dire, bon, est-ce qu'il y a peut-être des avantages au niveau social? Disons, premièrement, c'est de l'étalement urbain. Ce grand, comme on peut le voir là, sur les photos qu'on a aériennes de ce site-là au complet qui va jusqu'à la 116, hein, pour ainsi dire, avec tous les étangs qui sont là. Donc, c'est un des derniers lieux qui existent à Victoriaville. Il n'y en a plus. Et donc, il faut le protéger. Il faut protéger on a eu une COP 15 à Montréal il y a 2 années, hein, il y a 2 ans, qui disait qu'il fallait protéger 30% du vivant. C'est notre objectif que les scientifiques établissent pour pouvoir que ce qui nous a mis au monde, la nature, la biodiversité, les animaux, ça, puisse continuer à survivre dans une atmosphère, un environnement où il y a beaucoup de destruction pour des projets de développement de tout genre. Par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des grands besoins de logement. Vous avez demandé si il y avait des logements abordables. Pas du tout, c'est pas abordable. Premièrement, il faut développer des nouvelles infrastructures. Et c'est contraire à tous les plans d'aménagement du territoire actuel. Il faut aller pour densifier, on est d'accord avec ça, il faut user les endroits, user des endroits qui sont déjà équipés d'égouts, d'eau courante, de déneigement, de masse minéralisée. C'est des choses qu'on tue, le vivant, on tue avec ça. Là. Et puis donc, c'est contraire à tout ça. Donc, nous, on est pour la densification. Et la ville elle-même, la ville de Victoriaville, même si elle pose depuis 2 ans sur ce projet-là, souvent un petit peu à l'insu des citoyens, on nous dit qu'il n'y a pas de projet. On nous a dit ça pendant des mois au conseil municipal. Il n'y a pas de projet pendant que beaucoup d'experts qui travaillent à la ville ont aidé le constructeur à planifier, à formuler, ce qui est normal quand on a un gros projet. Mais là, on nous dit qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas de projet. Alors, c'est un espace naturel qu'il faut protéger. La ville elle-même, depuis 2 ans, a répertorié dans la ville de Victoriaville même 440 endroits, 440 sites sur une carte interactive auquel tout le monde a accès, où il est possible de densifier. Alors, pourquoi aller dans les seuls endroits où on a besoin d'air pur, on a besoin de se ressourcer, de se connecter avec la nature? On ne peut pas faire ça dans des petits parcs pour enfants avec 2 balançoires puis 2 érables, hein? Donc, puis un carré de sable. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger ces espaces naturels-là, il n'y en a plus. Et il y a de la place pour faire ailleurs la densification, mais aussi du logement abordable. Évidemment, il faut du logement abordable. Mais les 100 à 200 personnes itinérantes là, que connaît actuellement Victoriaville, ils ne pourront d'aucune façon juste espérer même pouvoir un jour se loger dans les endroits qu'on va construire là, avec un coût énorme. Parce que c'est en pente, parce qu'il faut toutes sortes de nouvelles infrastructures. Et c'est un coût que l'ensemble des citoyens vont absorber. Oui, bien sûr, il y a un point que, bon, pour moi, c'est très important. Vous soulignez toujours qu'il n'y a pas des études indépendantes sur l'impact que ce projet a pour la nature. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'effectivement, il n'y a pas des indépendants qui peuvent dire qu'il y a un risque pour la nature? Non. Et c'est justement ce qu'on demande au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, c'est le très long nom de ce ministère-là, de faire, c'est justement de procéder à des études indépendantes, parce que même si on en a demandé, les seules études qui nous ont été présentées et oralement seulement, parce qu'on n'a même pas eu droit d'avoir accès aux études de papier, n'ont pas été rendues publiques. Mais ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir les voir, pouvoir les lire, d'avoir justement des études sur l'impact sur l'hydrologie, sur les inondations, que ça serait susceptible de rendre plus fréquente que ce quartier-là, sur le bord d'une rivière, sur le bord de zones inondables. Donc, on a
aurait voulu avoir des études indépendantes là-dessus. À notre connaissance, il n'y en a pas eu. Il y a eu, de la part de BBG, ils ont envoyé une biologiste sur place qui est venue 2 fois 1 heure. Au mois de mai une fois, puis une fois au mois de juillet dernier. Et ça a été tout. Et sur la base de cette... et je dis pas que l'étude est mal faite, mais c'est pas une étude indépendante. Alors, ça aurait été intéressant que la Ville finance une étude indépendante avant de décider d'appuyer ce projet-là pour qu'on puisse effectivement, en tout cas, avoir quelque chose d'un peu plus fiable comme point de vue que des études qui ont été payées par le promoteur et faites par des experts qui ont été choisis par le promoteur. Alors, ça nous semble un peu étrange et dans la demande qu'on va adresser sous peu au ministère de l'Environnement, c'est justement de produire de telles études avant de se prononcer sur l'impact environnemental de ce projet-là. Bon, aussi, vous parlez souvent des espèces menacées, de beaucoup des animaux dans la sablière d'Arthabasca. Bon, quel type d'animaux, justement, il y a et quelle importance ça a pour l'écosystème? Oui. Bien, parmi les 160 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées dans les sites autour de la sablière, soit dans le boisé ou soit dans les marais, il y a une espèce qui est une espèce en voie de disparition qui s'appelle l'hirondelle de rivage. Et en fait, elle est vraiment en voie de disparition. Elle est disparue à 98% au Canada. Et puis, il y en avait jadis sur la sablière parce qu'à force d'être exploitée industriellement à cause des remblais parfois illégaux qui ont eu lieu, la sablière s'est détériorée et cette espèce-là a quitté. Mais elle n'est pas complètement partie. Dans le sens où elle a déménagé, elle est allée s'installer. On sait qu'il y a une colonie qui résiste encore et qui est allée s'installer sur le bord de la rivière, de l'autre côté de la rivière. Donc, ce serait possible de restaurer la sablière et de réattirer cette espèce qui est vraiment en voie d'extinction. Alors ça, c'est une première espèce dont je peux vous parler. La deuxième, qui n'est pas en voie d'extinction, mais qui est quand même vulnérable, c'est la tortue serpentine. La tortue serpentine, c'est une des plus vieilles tortues qui existent, qui est là depuis des millions d'années. Et puis, elle est vulnérable à cause justement de la détérioration des milieux où elle habite généralement, qui sont souvent transformés en quartiers résidentiels. Donc, c'est pour ça qu'elle perd son milieu naturel ou parfois en quartier, en zone agricole. Alors, ce sont les 2 principales causes qui la rendent vulnérable. Et des tortues serpentines, on en voit régulièrement, jusque même qui traversent, qui partent des marais ou de la rivière et qui traversent la sablière et s'en vont même se promener dans le boisé des Frères à côté. Alors, ces espèces-là se promènent, se déplacent. Et puis, si ce milieu-là, qui est un beau milieu pour les accueillir, disparaît ou disparaît complètement à cause d'une construction de la sorte, ou encore s'il y a des citoyens qui s'installent avec leurs chiens, puis leurs chats, puis leurs autos, et ainsi de suite, au sein même de cet écosystème-là, bien évidemment, ça ne sera pas sans avoir un impact important sur ces espèces-là. Et là, je ne vous parle pas de toutes les autres, là, mais sur les 160 espèces d'oiseaux, il y en a 17 parmi celles qu'on voit sur la sablière et dans cet écosystème-là, qui sont soit vulnérables, soit menacées, soit en voie d'extinction. Alors, 17 espèces, j'en ai mentionné 2, mais c'est 2 sur 17 qui sont vraiment pour qui il y a un problème. On passe déjà, justement, à parler de la résistance citoyenne. Bon, depuis 12 ans déjà que vous faites des activités, des mouvements, mais quelles ont été les étapes et dans quelle étape vous êtes maintenant? Okay, ça a commencé d'abord en avril 2023. Où il y avait une réunion des formations pour un changement de règlement de zonage qui concernait la sablière, mais qui était une toute petite partie de l'espace visé, qui allait à peu près jusqu'à la route 116, où on voulait passer d'un endroit où on pouvait construire à 2 étages à 4 étages. Et les citoyens se sont opposés à ça. Donc, c'était la première réunion d'information. Mais ça n'a pas changé grand-chose. La Ville voulait continuer. Et alors, on s'est renseigné, entre autres avec le Centre québécois du droit à l'environnement.
Et on a pu, disons, franchir les étapes qui nous menaient à obtenir le droit d'avoir un référendum qu'on a gagné très largement. Et la ville a reculé à ce moment-là sur son changement de règlement de zonage, mais en disant on va revenir à la charge. Et effectivement, la ville, le terrain s'est vendu après cette grande étendue-là. Et on a appris le 17 juin 2024, dans une réunion d'information, encore une fois par la ville, où là, il y avait pas loin de 90 personnes, et où le contracteur Binet était invité par la ville à présenter son projet. À ce moment-là, il y avait 330 logements. Il y avait, à la fin de la réunion, la dernière question, c'est moi qui l'ai posée. Je me suis tourné vers l'assistance. J'ai demandé qui ici pense que ce projet-là est dans le sens des intérêts des citoyens. Personne n'a levé la main. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Et là, on a commencé à aller au conseil de ville. On avait déjà commencé l'année d'avant, mais là, on y est retourné puisqu'il y avait un projet très précis qui prenait beaucoup de place là, dans cet espace patrimonial qu'on voudrait protéger, naturel, riche de biodiversité. Et on a posé des questions, on a contesté toutes sortes de trucs comme c'est pour faire de la densification, c'est pour faire du logement, on en manque. Alors qu'on a bien démontré que ce n'était pas du logement abordable qu'il s'agissait, qu'il ne s'agissait surtout pas de la densification, mais d'étalement urbain. On a commencé, on a fait un film, le groupe a fait un film, le film est de Audrey Caron, magnifique, très bien ramassé en 1 minute et demie. On peut voir de quoi il s'agit. Je vous invite donc à visiter notre page Facebook, à aller voir, et à signer aussi la pétition qu'on a mis en ligne cet été-là. Et on était rendu à l'automne à 1500 déjà signatures. Maintenant, on a un peu mis l'accent sur d'autres choses, mais on est rendu au-delà de 1580 signatures. Et c'est des signatures pour rejeter nommément ce projet-là. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Je dois le répéter puisque la ville a fait la sourde oreille. On a fait une assemblée citoyenne à l'automne où on a eu, parce que la ville n'en faisait pas, elle faisait des affaires pour vanter son projet, mais les citoyens... Alors, on a eu 60 personnes qui ont parlé, qui ont posé des questions à des conseillers qu'on a convoqués parce que la ville n'avait pas organisé telle sorte de truc. On a organisé un événement pour la suite du monde avec le reste de la planète. Il y avait 15 ou 16 villes au Québec. C'est un peu comme à chaque automne, ça revient le 27 septembre pour la suite du monde, pour protéger, pour l'avenir de nos enfants, les endroits qui sont encore vivants. Mm-hmm. Donc, on était une centaine de personnes, 6 organismes, dont Sauvons la Sablière d'Arthabasca, qui ont pris la parole, défendu leur faire. On a aussi... fait une manifestation. On a assisté au total là, à 4 réunions d'information. De la ville, il y en avait 3, et une le 8 janvier du contracteur, où il présentait les études qu'il a faites, mais qu'on n'a pas pu avoir, mm-hmm. où il a posé des questions aussi, mais on s'est retrouvés devant les mêmes réponses, puisque c'est une équipe qui travaillait ensemble, la ville et le contracteur. Oui. Et finalement, le dernier gros geste, c'était de faire une manifestation, une marche à 5 heures, pardon, alors les gens sur semaine, un lundi soir, qui précédait le conseil municipal qui allait se prononcer sur ce projet-là, après une 4e réunion d'information, le 13 janvier, où on nous a demandé tout ce qu'on en pensait. On n'a jamais su à quoi ça servait. Il n'a pas été fait mention de ça dans les propositions déposées par la ville, qui ne sont pas discutées, qui ne sont pas votées. Jamais. La démocratie citoyenne, puis on m'a dit que ça existe dans d'autres municipalités. On m'a dit, moi, qu'à Plessisville aussi, c'est le cas. On nous a dit, je ne suis pas là pour... mais bon, que tout est réglé d'avance, on arrive au conseil municipal. En tout cas, à Victoriaville, c'est le cas. Et c'est ça qui s'est passé le 3 février, même s'il y avait 120 personnes sous la neige dehors. Les journaux avaient été avertis. Personne du conseil municipal est venu nous voir, ni les journalistes d'ailleurs, à ce moment-là. Mm-hmm. Ils avaient publié eux-mêmes qu'il y aurait une manifestation, mais ils nous ont enjambés pour pouvoir se rendre, couvrir ce que le maire allait dire aux citoyens.
Oui, vous avez chanté. Oui? Oui, C'est la fois d'avant. La fois Oui, d'avant. Ça, c'était le... Je peux vous raconter, c'est lorsqu'ils ont décidé d'aborder pour la première fois de faire un premier vote sur la Sablière et le projet résidentiel. Alors, ce qu'on avait décidé, c'est qu'on irait massivement assister à la présentation et en fait, on voulait un peu forcer la ville à, pour une fois, se prononcer, c'est-à-dire que les conseillers, conseillères lèvent la main et votent nommément plutôt que de dire quelqu'un propose, quelqu'un appuie, personne ne dit rien, personne ne demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité, par consentement unanime, mais sans que personne ait nommément levé la main. Alors, on voulait amener le public à réaliser que dans cette ville-là, il semblerait que c'est comme ça que se prennent les décisions. Donc, on avait rédigé une petite chanson, pas violente du tout, c'était sur l'air de Frère Jacques, où on demandait Conseil de ville, voterez-vous, sauvez la Sablière et votez non. Alors, c'était quatre phrases de la chanson Frère Jacques et qu'on s'est mis à chanter au moment où, à l'heure du jour, ce projet-là était discuté. Et ça a beaucoup froissé, même si sur le coup, le maire a ri. Après ça, ça l'a beaucoup froissé, indigné. Enfin, l'indignation montait. Ce qui fait que, ils ont finalement voté comme on le pensait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté, quelqu'un a proposé, appuyé. Et voilà la résolution. On est passé au point suivant. Et puis, à la fin de l'Assemblée, on a toujours une période de questions qui, normalement, dure 45 minutes maximum. Alors, on avait bien sûr des questions à aller poser. Et au bout de 2 questions, le maire n'en pouvait plus. C'est là qu'il a pété sa coche et qu'il a dit que c'était violent, que c'était à cause de ce genre de comportement-là que les candidats et candidates au conseil de ville ne voulaient plus se représenter. Et là, il a décidé de couper court à la période de questions et de quitter l'Assemblée comme ça sur un coup de tête. Alors, c'est malheureusement, mais peut-être heureusement, c'est ce qui nous a valu une couverture, je dirais, nationale. Le lendemain, on faisait les journaux, les bulletins de nouvelles, et ainsi de suite. Oui, mais parce que la ville avait appelé à rencontrer les chaînes nationales. Ouais. Et donc, par souci d'objectivité, tout de même, ils sont venus nous voir. Donc, là, on a eu une chance. Mais lui, il ameutait la province parce qu'il y avait des méchants qui ont chanté Frère Jacques. Oui. Alors que lui, il ne nous écoute pas depuis des mois, des centaines et des centaines de citoyens. Voilà. Alors, ce qui a fait qu'on a fait à Infoman, il n'y a pas très longtemps, qu'on a fait La journée est encore jeune et tout ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ont réalisé que là, on n'était pas des méchants révolutionnaires ou des radicaux en train de violenter la mairie. Pas du tout. On a chanté une petite chanson juste pour marquer qu'on trouvait que c'était antidémocratique, cette façon de faire. Et voilà. Alors, puis là, la manifestation qu'il y a eu un mois après, lors du vote final, était aussi une manifestation très pacifique. On a certes scandé des slogans, chanté des chansons encore. Oui, on est allé assister au conseil de ville, mais cette fois-là, on a été tout à fait sérieux. On a été tout à fait silencieux. Et quand la résolution finale a passé, on s'est levé, on n'a pas dit un mot, et on a quitté à tour de rôle la salle. Comme ça, pour témoigner finalement que c'est inadmissible cette façon de faire, que le point de vue citoyen n'a encore une fois pas été entendu du début jusqu'à la fin, ou s'il a été entendu, on n'en a certainement pas tenu compte, et c'est ça qui est désolant. Oui, mais comme vous le savez déjà, M. Antoine Tardif va partir, il ne va pas se postuler aux élections de cette année. Est-ce que vous avez déjà peut-être contacté les prochaines candidats pour peut-être avoir un soutien à ces mouvements de souvent la Sablière d'Arthabasca? Je vais laisser Sylvie, mais juste avant, parce que Sylvie s'occupe d'un des comités qu'on a mis sur pied justement pour faire face à l'année électorale dans laquelle on s'en vient, parce que la démocratie, ça nous préoccupe beaucoup, vu qu'on essaie de la mousser beaucoup en faisant entendre la voix citoyenne, puis que c'est difficile. Donc, on a des... oui, mais ce n'est pas parce que... Moi, ce que je voulais dire, avant que Sylvie poursuive là-dessus, c'est que ce n'est pas parce que le maire s'en va que
la politique qu'il a mise en place, qu'il a contribué à développer, qui est l'appui aux intérêts privés au-dessus du bien commun, au-dessus de l'air qui appartient à tout le monde, qui ne doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent beaucoup, à des gros amis contracteurs. C'est une politique d'appui contre l'environnement, hein, en ne la favorisant pas, malgré toutes les grandes annonces. On peut donner plusieurs exemples. Nommer, avec fracas, faire des conférences de presse, on a créé un bureau stratégique du développement durable. On est les premiers à faire ça. Et la personne qui a ça, on la met aux eaux usées. Je ne veux pas dire d'autre chose, là. Les eaux usées, vous savez c'est quoi? Puis je n'attaque pas cette personne-là. Je suis certain que c'est une personne intègre comme l'ensemble de tous les employés de la ville. Mais il y a des politiques qui sont mises en place pour que ça ne parle pas, que ça ne bouge pas quand on ne veut pas que ça bouge. Pour répondre à votre question, bien sûr, parmi la suite, parce que maintenant, c'est adopté, ce projet-là, par la Ville. Ce qui reste à attendre maintenant, c'est le certificat d'immatriculation du ministère de l'Environnement et certificat d'autorisation, oui. Et ce certificat-là, ça peut prendre de 6 mois à 18 mois avant de l'obtenir ou pas. C'est ce qui reste à voir. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a fait une assemblée après l'adoption par la Ville, on a créé différents comités. Je ne rentrerai pas dans les détails de chacun, mais il y en a un, entre autres, qui a pour mandat d'examiner, voir si c'est possible de se donner une plateforme éco-citoyenne ou quelque chose du genre qui pourrait nous servir pour essayer de recruter des gens ou qui auraient envie de se présenter, soit comme conseiller, conseillère ou comme maire ou mairesse. Alors, ça fait partie des choses qui, en ce moment, sont en train de se travailler doucement, mais on devrait y arriver. On espère, évidemment, encourager des candidatures qui soient plus clairement écologistes, disons, que ne l'a été le dernier conseil de ville, enfin celui qui est encore là en ce moment. Et vous avez d'espoir, ou des fois, que peut-être avec la pétition que maintenant roule pour les gens, est-ce que peut-être avec ces pétitions, s'il y a une grosse quantité de gens, vous pensez qu'il y a une possibilité que le ministère de l'Environnement se tourne et... Oui et non, c'est-à-dire que la politique, c'est la politique, mais donc d'avoir l'appui des gens, c'est toujours intéressant, mais le ministère, en ce moment, son rôle est simplement de regarder, voir si le projet tel que développé par BBG est conforme à la réglementation en vigueur, sans plus. Le ministère n'a pas, contrairement à un BAP, quand il y a un BAP, là, on tient compte de l'acceptabilité sociale, mais dans ce type de projet-là, tout ce que le ministère vérifie, c'est est-ce que c'est conforme à la réglementation municipale. Alors, ce que nous, on doit lui demander, et on vient de finir un mémoire qui va partir cette semaine au ministère, c'est de dire, il n'y a pas eu d'études indépendantes, faites ce travail-là et vous allez vous rendre compte que le projet doit être refusé pour telle raison. Et on a un argumentaire de 22 pages à faire valoir. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont retenir et en ressortir parce que malheureusement, il faut se dire, le ministère de l'Environnement accepte, selon les derniers chiffres qu'on a eus, beaucoup de projets. L'immense majorité, ça va même, m'a-t-on dit, jusqu'à 98% des projets qui sont acceptés. Dans le cas des milieux humides, ouais, où les contracteurs, les promoteurs demandent une dérogation, 98% est accepté. C'est des décisions. Puis c'est le même ministère qui a accepté Nordvolt. Oui. Et le même ministre. Oui. Et le même parti. Et voilà. Oui. Il faut le dire. Oui. S'occuper de la voix des citoyens, ce n'est pas se tenir la bouche cousue quand il y a des responsabilités politiques qui sont prises par ceux qui sont en place. Quelle est votre prochaine, on peut dire pas, ou quelle est votre prochaine activité? Est-ce qu'il va y avoir peut-être on peut dire, vous allez continuer avec les manifestations, les activités et pendant les 18 mois que peut-être peut passer, mais vous allez continuer en première, deuxième question, comment les gens peuvent soutenir cette cause? Bon, on va continuer de plusieurs façons.
Entre autres, on ne veut pas s'étendre sur tous les comités, mais il y en a un de vigie pour surveiller les engagements que la Ville a déjà pris. Et le promoteur aussi, parce qu'on nous a dit qu'on avait obtenu, par exemple, que 45% du terrain acheté soit remis à la Ville, vendu à la Ville pour qu'il soit protégé, que les sentiers qui étaient ici empruntés par les citoyens depuis des décades vont être protégés. Donc, on va pouvoir continuer à avoir accès sur le bord de la rivière Nicolet. C'est magnifique. Aller voir les castors, les bernaches, tout ça. Si les castors et les bernaches restent là. Oui, ça, c'est pas sûr, parce qu'on va mettre, entre-temps, on va avoir mis des milliers de tonnes de béton et d'armature, hein, de minéralisation. Il y a le jour de la Terre qui s'en vient, dont on veut faire une fête. On est en train d'organiser ça. Ça sera festif, ça sera l'occasion de célébrer la Terre, comme on fait depuis un peu partout. D'autres projets? Le projet de chercher des candidatures un peu plus éco-citoyennes, c'est tout aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour nous appuyer? D'abord, ils peuvent se joindre à la page Facebook, pour ceux qui sont encore sur Facebook, Sauvons la sablière d'Arthabasca. Alors, ils peuvent se joindre et devenir un de nos followers, excusez l'anglicisme. Ils peuvent signer la pétition? Ils peuvent signer la pétition. Elle est toujours en cours et elle continue de gagner des adeptes, où le projet est décrit. Et où on peut, si on veut appuyer notre mouvement de protection, de conservation à la fois écologiste mais patrimonial de ce haut lieu de notre histoire, autant autochtone qu'allochtone, de pouvoir aller poser leur nom, faire ce petit geste. Je crois il est possible de le mettre en ligne avec l'émission. Et je dirais, pour terminer, qu'une des façons pour les citoyens et les citoyennes de nous appuyer ou d'appuyer tous les groupes citoyens militants, c'est de suivre les nouvelles, suivre les développements dans ce dossier-là comme dans d'autres, de suivre les médias locaux, la télévision communautaire, que ce soit celle de Plessisville ou celle de Victoriaville, pour rester au courant des enjeux et suivre les assemblées municipales aussi, où nous allons plus systématiquement assister, de temps en temps sûrement, mais on peut suivre les débats, les enjeux et poser des questions. En ce qui concerne Victoriaville, on peut poser des questions de chez soi, tant qu'on les envoie avant midi, le matin avant midi, la journée de l'Assemblée. Alors, c'est important de suivre les débats locaux et ça nous fait toujours plaisir de venir dans des télévisions communautaires ou des postes locaux parce que c'est là, c'est au niveau local. La municipalité, nos municipalités ont beaucoup à voir avec l'environnement. En fait, ils sont le premier lieu où se prennent ce genre de décisions-là, bien plus que le ministère de l'Environnement, qui finit par s'en mêler, mais au départ, ces projets-là sont initiés souvent au niveau local et la politique municipale, donc, c'est quelque chose dans lequel il faut s'impliquer. Alors, voilà. Oui, les citoyens doivent s'en mêler parce que sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut voir au sud qu'est-ce qui peut arriver là, en ce moment, puis un peu partout à travers le monde. Quand on laisse la place à du monde qui, eux autres, ont besoin de cet endroit-là, de ce lieu de pouvoir, pour pouvoir imposer des choses qui ne sont pas tellement favorables aux citoyennes, aux citoyens de toutes les villes, de tous les villages, de tous les États. Bon. Merci de nous avoir... non, merci. On a un bon portrait de ce sujet que c'est très important au niveau environnemental. Merci à vous deux pour toute l'information et pour soutenir ce type de projet environnemental. Merci.